Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire asynchrone sur la charte graphique pédagogique. Je suis Mélanie et c'est moi qui vais vous accompagner durant cette séance. La présentation est disponible à cette adresse URL. Je vous conseille d'aller la consulter car dans cette présentation, il y a des liens vers différentes ressources qui pourraient vous être utiles si vous décidez de déployer cet outil dans vos classes. Au programme aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est une charte graphique. On abordera également quelques notions d'image de marque, de marketing, notamment les logos, la typographie et les couleurs. Ensuite, on verra comment appliquer et quelle plus-value la charte graphique peut avoir dans l'enseignement. Et je vous donnerai des ressources, des outils pour le mettre en œuvre sans que ça ne vous prenne des jours et des jours de travail. On est parti. Qu'est-ce que c'est une charte graphique? Une charte graphique, c'est un document technique qui va contenir tous les éléments qui constituent l'identité visuelle. Donc tout ce qui fait que vous êtes reconnaissable sur les canaux de communication extérieurs. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être un site web, mais ça peut être également une feuille élève, un document papier, un courrier. Dans le cadre d'une école, c'est le logo, par exemple. On sait que c'est l'école puisqu'il y a le logo de l'école. Ce sont donc tous les éléments constitutifs, mais également les règles qui régissent leur utilisation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Le rôle d'une charte graphique dans une entreprise, c'est vraiment de maintenir la cohérence de l'image de marque. C'est un outil qui vient du monde du privé, du monde du marketing, et comme souvent dans le marketing, absolument rien n'est anodin. Tous les choix qu'on peut poser sont importants et disent quelque chose. Alors, pas toujours consciemment, mais ça parle à notre inconscient. Et donc, il faut en tenir compte avant de se lancer. Si vous décidez d'établir une charte graphique pour votre cours, ce que je vous conseille et nous verrons pourquoi après, mais il est important de savoir comment notre esprit travaille, comment notre inconscient travaille. On va donc voir ça ensemble. On va commencer par les logos. Si vous souhaitez faire un logo pour votre cours, il faut savoir qu'il y a différents types de logos qui ne vont pas renvoyer la même image et le même sentiment. Les logotypes et les monogrammes, c'est-à-dire Disney, McDo, Coca, Lancel, Warner, Louis Vuitton ou Paul Smith, ou même Canon, sont des logos qui sont très tendance actuellement, mais qui évoquent souvent une idée de luxe ou en tout cas de choses onéreuses. Alors, ce n'est pas le cas pour McDo, évidemment, mais c'est lié à la couleur. Donc, vraiment à utiliser avec beaucoup de prudence, surtout en fonction de la typographie que vous allez utiliser, parce que vous risquez de donner un effet pas du tout voulu. Donc, utilisez par exemple une typographie un peu comme celle de Louis Vuitton avec un logo monogramme pour votre cours. Si vous donnez un cours qui n'est pas du tout du domaine du luxe, il va y avoir une dissonance pour vos interlocuteurs. Les logos pictogrammes, comme Apple par exemple, sont un peu moins tendance pour le moment. Je ne les conseille pas vraiment pour un cours parce que ce n'est pas forcément facile à intégrer pour l'étudiant, sauf si évidemment votre cours peut être représenté par un pictogramme. Dans ce cas, n'hésitez pas. Les logos abstraits, comme Pepsi par exemple, qui évoquent des choses, ça fonctionne toujours, c'est relativement intemporel. Ça permet un certain nombre de variantes et une certaine liberté. Attention alors aux couleurs que vous allez utiliser. Les mascottes, comme KFC par exemple, sont plutôt à ce moment-là utilisées dans des circonstances où on cherche une proximité. Donc, si vous voulez dégager une image de rigueur, une image de sérieux, faire attention avec la mascotte, même si elle peut être très très utile parce qu'on peut la décliner. Les emblèmes comme Harley-Davidson ou Starbucks, pareil, ce sont un peu comme les pictogrammes, des logos qui sont plus difficiles dans un contexte pédagogique, mais pourquoi pas. On peut également combiner, hein, si vous avez Pizza Hut avec un logotype, c'est-à-dire une typographie qui leur est vraiment propre, mais également un pictogramme d'une maison. C'est tout à fait envisageable de faire des combinaisons. Attention cependant de ne pas charger la barque au niveau de votre logo. La forme du logo a également de l'importance, que vous mettiez dans un carré, un rond, quelque chose de plus pointu.
Ça va travailler sur l'inconscient de vos interlocuteurs. Donc, si vous voulez dégager une image de précision, ben, allez vers un logo qui est pointu. Si vous voulez plutôt dégager une image de quelque chose d'englobant, de rassurant, allez plutôt vers un logo rond ou arrondi. Et si vous voulez dégager quelque chose de rigoureux, ben, carré, comme on dit, comme son nom l'indique, allez plutôt vers un carré. La position également, est-ce que vous êtes dans le cadre, en dehors du cadre? Totalement à côté. Voilà, ce sont des éléments qui donnent de l'indication éventuellement sur votre façon de travailler, sur votre état d'esprit, sur la façon dont vous envisagez votre cours, à, à bien réfléchir et à bien définir au préalable donc. Alors, au niveau de la typographie, on a plusieurs types de typographie, lesquels vont avoir des effets extrêmement différents. La plus connue qu'on connaît, bah, c'est la bâton sans sérif, hein. La plus courante, c'est l'Arial ou la Calibri. Elle a comme énorme avantage la lisibilité, la variété. Par contre, vu qu'il y en a énormément, on a tendance à les mélanger et on perd parfois un petit peu en cohérence. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'une police est sans sérif ou bâton? Il n'y a pas donc d'empattement. Le sérif, c'est ce qu'on appelle l'empattement. Mais si on regarde juste à côté, vous voyez qu'ici, ça s'empâte, ça s'étale un peu sur le en bas du P ou sur le bas du E, sur le haut également. C'est ça l'empattement. Donc, à l'inverse, on a les typographies sérif ou les typographies avec empattement qui dégagent une idée d'élégance. Attention que certaines ne sont pas toujours lisibles, mais par contre, on peut les mélanger. Il y a une certaine cohérence, c'est pas du tout problématique. La plus connue, évidemment, des polices sérif, c'est la Times New Roman, hein, qu'on connaît tous et qu'en général, d'ailleurs, on n'aime pas et qu'on trouve un petit peu désuète. Et c'est vrai que ça peut donner cet effet-là. Enfin, on a les écritures manuscrites, imitation main. Là, évidemment, on est sur une idée de proximité. La lisibilité, eh ben, n'est pas toujours excellente, donc à faire attention vraiment par rapport aux élèves qui ont des troubles de la lecture, vérifier qu'on est bien dis-friendly. Par contre, ben, on est très cohérent. Tant qu'on reste dans de l'écriture manuscrite, il n'y a pas de problème. La plus connue, c'est la comics en MS, mais il y en a d'autres, hein, ScriptMT, Playpen, etc. Alors, comment est-ce qu'on choisit? Bah, ça dépend de ce que vous voulez, évidemment. Vous pouvez mélanger. Ça va vous permettre d'avoir de l'originalité. Maintenant, faites très attention à la cohérence et à garder de la lisibilité. Pour mélanger ou pour choisir, peu importe, réfléchissez à l'image que vous voulez dégager. Si vous voulez quelque chose de très clac-clac, prenez plutôt une police sans sérif. Maintenant, attention, si vous prenez une sans sérif très arrondie, vous allez casser l'effet clac-clac. Donc, si vous voulez quelque chose de dynamique, mais chaleureux, allez sur des polices sans sérif arrondies. Si vous voulez quelque chose de très carré, pour donner cette image de carré, allez alors sur des polices sans sérif, mais pas arrondies, plutôt anguleuses. Le sérif empattement, on est plutôt sur une notion de tradition. Donc, ça va être très indiqué dans des cours, comme des cours d'histoire, par exemple, des choses comme ça, qui vont évoquer plutôt un lien avec le passé. Sans surprise, les écritures manuscrites sont plutôt à privilégier dans des cours pratiques euh, d'artisanat, parce que, entendons-nous, cours pratiques plutôt d'artisanat, ça a du sens. À éviter dans des cours vraiment purement théoriques, surtout si on est sur des niveaux de, de- de précision élevés. On va commencer maintenant avec les couleurs. Avant de démarrer, sachez que pour chaque couleur, ou presque, il y a une évocation positive et une évocation négative. On va commencer avec le bleu, parce que le bleu est en fait la couleur qui est la plus présente dans le marketing. Elle évoque le calme, la sérénité, mais également la fraîcheur, la confiance et la clarté. C'est pour ça qu'on va la retrouver très fort dans les assurances, dans les voitures, mais également dans tout ce qui est communication et dans les banques. Par contre, trop de bleu peut traduire de la froideur et un manque d'émotion. Donc, si vous utilisez le bleu, variez les bleus ou associez-les avec quelque chose de plus chaleureux. Le rouge, couleur chaude, au niveau des évocations positives, bah, ça évoque évidemment la chaleur, la puissance, mais également la connaissance et la passion. C'est pas pour rien que CNN
a choisi le rouge. Par contre, attention, ça peut aussi évoquer l'agressivité, l'interdit et la transgression. C'est pour ça qu'on va le retrouver par exemple dans certains magasins de certaines marques de vêtements qui ont joué toujours sur ce côté transgression, comme Levi's par exemple. Le vert, sans surprise, il évoque le calme, il évoque la nature, l'écologie, la détente. Attention que trop de vert peut traduire la monotonie et l'ennui. On va y retrouver beaucoup le vert dans tout ce qui est food, nourriture, restaurant, etc., pour évoquer le côté bon pour la santé. Alors, parce que les publicistes sont ce qu'ils sont, on va même le retrouver d'autant plus quand on est dans des restaurants ou de la nourriture qui n'est justement pas bonne pour la santé. Euh, je vais prendre un exemple concret. Bah, pendant des années, McDo a eu un logo jaune sur fond rouge. Depuis quelques années, le fond est devenu vert et ce n'est pas innocent. Ça a coïncidé avec une campagne massive de McDo sur l'écologie. Le jaune, il évoque le soleil, la joie, la créativité, la vitalité. Mais un certain type de jaune évoque également le bon marché et ça peut favoriser l'anxiété. Alors, associé au bleu roi, le jaune poussin donne vraiment cette impression de cheap, de low cost. On va le retrouver dans des logos comme Ryanair, comme Lidl ou comme Zeman. L'inconscient associe ces deux couleurs, quand elles sont mises ensemble, à low cost, à cheap. Donc, à faire attention par rapport à votre cours si vous associez ces deux couleurs. Le marron, le marron, il évoque la nature, les traditions, les matériaux nobles comme le bois et l'artisanat. Trop de marron, bah attention, on va être sur quelque chose de très terne, très barbant. Vous voyez qu'ici, au niveau des logos, bah, on a du café, on a le tourisme australien, le côté très nature sauvage. Voilà. Donc, plutôt à privilégier dans des choses, dans des cours qui justement évoquent la tradition ou qui sont directement reliés à des matériaux nobles. Là, évidemment, ça a du sens. L'orange. Alors, l'orange est la seule couleur qui n'a pas de pendant négatif. Il n'a que des pendants positifs. Il évoque le bonheur, la créativité, l'optimisme. C'est la couleur de la communication et du passage à l'action. C'est pour ça qu'on va le retrouver ben, chez Orange, sans trop de surprises. Mais également chez Marmiton, pour le côté passage à l'action, puisque là, c'est pour faire des recettes de cuisine. Ou chez Amazon, dans le côté on veut que vous achetiez. Le violet. Le violet, il évoque la délicatesse, l'intelligence et la spiritualité. C'est pas pour rien que la chaîne science-fiction l'a choisi. Attention, qu'il peut évoquer également l'arrogance et la manipulation, et dans certaines cultures, c'est la couleur du deuil. Donc soyez vigilants ou vigilantes par rapport à ça. Le rose, le rose, c'est la féminité, mais également la gourmandise, le sucré, le bonheur. Attention que trop de rose donne une impression de niais. Ça fait très Barbie, quoi. Donc, affaire à surveiller par rapport à ça, par rapport à votre cours. Non, si vous avez un cours qui est très clairement orienté sucre ou fille, ben, il n'y a pas de problème, allez-y. Le doré, sans surprise, il évoque la richesse, l'élégance, mais également la fécondité. Attention cependant que le doré passe souvent très très mal à l'impression et donc fait à ce moment-là plutôt un effet bling-bling artificiel et bon marché. Du coup, vous risquez, si vous choisissez de mettre du doré, bah, quand vous imprimez vos feuilles élèves, vous risquez d'avoir un effet opposé à celui que vous vouliez à l'origine. Le blanc, le blanc, il évoque la pureté, il évoque la paix, il évoque la sobriété et la propreté également. Attention que ça peut vite tomber dans la banalité et que dans certaines cultures, il évoque également le deuil. Le noir, il évoque à la fois l'élégance, la sobriété et le mystère, mais dans notre culture en tout cas, le deuil, la perte et la tristesse. Donc également à utiliser en fonction de ce que vous voulez renvoyer. Vous pouvez choisir une ou plusieurs couleurs. Attention cependant à ne pas charger la barque. Moi, je vous conseille toujours, en tout cas au niveau du logo, de vous limiter à 3 couleurs, pas plus.
Si vous travaillez en numérique, n'allez pas sur les couleurs qui sont très saturées parce qu'elles vont être très gênantes au niveau de la lecture, elles seront très difficilement lisibles. Et si vous voulez faire une association de couleurs, ben, n'hésitez pas à utiliser la roue ici. On essaye, on conseille toujours d'associer en face. En conclusion, dans le monde de l'entreprise, une image de marque, qu'est-ce que c'est? C'est un logo, c'est des typos, c'est des couleurs. Et c'est toujours les mêmes. Et c'est à ça qu'on reconnaît que c'est cette marque-là et pas une autre qui s'adresse à nous. Appliquée à la pédagogie, la charte graphique, elle va reprendre l'ensemble des règles qu'il faut appliquer dans toutes les productions visuelles d'un cours. Si vous avez fait un logo, où le mettez-vous? Si vous le mettez en haut à gauche, il reste toujours en haut à gauche. Il n'est pas une fois en haut à gauche, une fois au milieu, une fois en bas à droite. Non, c'est toujours au même endroit. Si vous utilisez des couleurs, quelles couleurs sont utilisées et à quelles conditions? Par exemple, je fais un cadre, enfin, je fais du rouge pour les conclusions. Je mets du vert pour les astuces pour l'examen. Le reste est en noir. À vous de le décider. Quelle police d'écriture allez-vous choisir? Pour les titres, pour le corps du texte. Quelle taille? Est-ce que vous allez le mettre en gras, en souligné? Quelle hiérarchisation? Est-ce que vous allez mettre des chiffres arabes? Est-ce que vous allez mettre des chiffres romains, plutôt des lettres, plutôt des tirets? Comment est-ce que vous allez organiser ça? Est-ce qu'il va y avoir des éléments récurrents? Un petit pictogramme, par exemple, point d'exclamation, à chaque fois qu'on est sur un élément d'attention ou une conclusion. Et quelle est votre marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Est-ce qu'on peut changer le logo? Est-ce qu'on peut mettre le logo en noir et blanc? Voilà, tout ça, ce sont des règles que vous devez fixer avant. C'est important, ça prend du temps, hein, mais ça vous en fera gagner par la suite. Vous fixez ces règles-là et je vous conseille de les fixer par écrit pour ne pas les oublier et ne pas apporter de l'incohérence par la suite. Alors pourquoi est-ce que moi je vous conseille de faire ça? Bah, évidemment parce qu'il y a une plus-value pédagogique. La première, c'est que à partir du moment où vous avez fixé votre charte graphique, vous pouvez, dans certains outils, préparamétrer les choses pour que vous n'ayez plus à faire de la mise en page. En fait, elle se fait automatiquement. Et donc, vous allez vous concentrer sur le contenu plutôt que sur l'esthétique. Vous allez faire efficace plutôt que faire joli. Et ça va faciliter votre travail de conception. On va vraiment être straight to the point, droit au but. Quand vous devez créer un contenu didactique, bah, il n'y a plus à se tracasser de mise en page, de machin. Ça peut être réglé en deux clics parce qu'on sait ce qu'on veut et on l'a paramétré au préalable. Pour les étudiants, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup moins de distracteurs. Heu, c'est un gros soulagement pour eux, de la charge mentale des apprenants, en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques. Ils se repèrent beaucoup plus facilement dans le cours. C'est évident que si votre hiérarchie, elle est toujours la même, c'est beaucoup plus facile pour un étudiant de savoir quels éléments sont sur quel même pied d'égalité, que si vous, dans le chapitre 1, vous avez commencé par des chiffres romains, puis des tirets, et puis des puces, et puis des petites lettres, et que dans le chapitre 2, vous avez commencé par des chiffres arabes, et puis des puces, et puis des petites lettres, et puis des tirets, ben lui, il est complètement mélangé, et c'est impossible pour lui, du coup, de comprendre que bah, les éléments sont sur le même pied, en réalité, et ça complique très très fort le transfert et les liens. Si vous combinez en plus avec d'autres outils, notamment les badges, vous allez créer un sentiment d'appartenance au groupe court. Ils se reconnaissent, si vous pouvez leur demander eux-mêmes d'appliquer cette charte graphique dans leurs travaux, par exemple. Et là, ça va augmenter le taux d'engagement de vos apprenants. Alors, comment est-ce qu'on le met en œuvre? C'est très simple. Dans Canva, vous avez un espace marque quand vous avez le Canva Edu ou le Canva Pro, dans lequel vous pouvez déposer vos logos, mais également préparamétrer vos typographies pour les titres, vos couleurs, les photos, les différentes illustrations, vos icônes, et également ce qu'on appelle la voix de marque, c'est-à-dire que vous allez lui dire de quelle manière vous voulez vous adresser, vous parler en général, et quand vous lui demanderez à l'intelligence artificielle de générer le texte, il va s'appuyer sur ces informations. Si vous cliquez sur la flèche, vous allez arriver directement sur le site de Canva. Et si vous voulez plus d'informations sur Canva, là, je vous invite à me contacter pour une formation plutôt en présentiel. Je vous ai également mis tout un tas de ressources que je continue d'alimenter régulièrement.
Donc, si vous cliquez sur le couteau suisse qui se trouve là, vous allez arriver alors sur la page, le digipad, où se trouvent les informations de la Baracatique 2024, d'où est parti ce webinaire asynchrone, mais également le support de l'atelier et différents outils. Vous avez par exemple le site Flaticon qui va vous proposer des icônes qui sont libres de droit, le lien vers Canva, des images également libres de droit, un générateur d'images IA, des tutoriels pour vous aider à utiliser la zone modèle de marque par exemple dans Canva, et des exemples de chartes graphiques. Je vous ai également mis la cytographie que j'ai utilisée pour cette présentation. Si vous avez envie d'en savoir plus, ben, je vous invite à aller voir. Voilà qui conclut ce webinaire. J'espère que ça a été instructif et je vous retrouve prochainement pour un autre sujet. Au revoir tout le monde.